Bonsoir à tous. L'émission Le Dossier de la semaine poursuit sa série de rencontres avec les ministres de la République. Ce soir, nous recevons le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, à qui nous disons bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, monsieur. Bien. Et vous le savez, au lendemain du 5 septembre 2021, la Guinée s'est engagée dans une réforme, une refondation de l'État, mais surtout de rectification institutionnelle. Beaucoup de chantiers sont ouverts dans ce sens pour imposer ou faire des réformes dans plusieurs secteurs. Ce soir, nous sommes avec vous, monsieur le ministre, pour savoir est-ce que depuis votre arrivée à la tête de ce département, si les lignes ont bougé. Et nous le saurons tout de suite. Et quelles sont aussi les perspectives que vous dessinez pour ce secteur stratégique de la vie nationale. Sur ce plateau m'accompagne donc colonel Mori Kaba. Il est du service de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Adjudant Aboubakar Kamano, il est de la presse militaire à la DCI. Et nous disons aussi à tous ces officiers, sous-officiers, bonsoir, merci d'être avec nous sur ce plateau. Monsieur le ministre, je le disais, vous avez bénéficié de la confiance du colonel Mamadi Doumbouya pour diriger ce secteur stratégique, la sécurité et la protection civile. Et j'imagine déjà, à votre arrivée, il vous a remis une feuille de route. Qu'est-ce qui était dans cette feuille de route? Merci beaucoup. D'abord, permettez-moi de remercier tous les cadres de la police, mes chers compagnons d'armes de la police, d'être présent à cette émission pour marquer l'an 1 du CNRD et de la venue du président Mamadi Doumbouya à la tête du pays et qui a eu pour conséquence ma nomination à la tête du département de la sécurité et de la protection civile. Pour commencer, il vous souviendra que sur plusieurs millions de Guinéens, c'est sur moi que son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État, a misé pour conduire les destinées du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et à nouveau, lors du dernier remaniement, il m'a renouvelé sa confiance, la preuve que au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on est sur la bonne voie. Mais qu'est-ce qui est plus important que tout ça? Voyons d'où ça est venu. La date repère, c'est le 5 septembre 2021. Le colonel Mamadi Doumbouya a compris plus que tous les Guinéens que la Guinée s'acheminait vers des lendemains incertains, préjudiciables à notre vivre en commun et au développement socio-économique auquel nous ambitionnons tant. Il a donc pris la décision courageuse de mettre un terme au régime d'alors. Et lorsque, au lendemain, il s'est retrouvé devant les nouvelles responsabilités qui étaient les siennes, il n'a pas tardé à développer les premiers mécanismes pour mettre en route la transition qui est actuellement en cours. Et la première des choses qu'il a faites, c'est d'élaborer un document qui devait servir de feuille de route, la charte de la transition. La charte de la transition, le gouvernement était un des organes essentiels. Moi, en ma qualité de ministre de la Sécurité et de la Protection civile, c'est à ce titre que je prends la parole ici aujourd'hui. Donc, il faut voir le ministère de la Sécurité et de la Protection civile en tant que politique sectorielle et publique sectorielle dont la mission, c'est la production des biens et services en relation avec la sécurité et la protection de nos concitoyens. Et la production de ces biens et services en relation avec la sécurité doit être
suivis, poursuivis et améliorés en permanence. Pour exemple, lorsqu'un citoyen est victime d'agression, que ce soit la nuit ou le jour, si la police ou la protection civile intervient, c'est la production d'un bien public lié à la sécurité. Lorsque la maison d'un citoyen brûle et que la protection civile intervient avec tous ses moyens, c'est un rôle qui revient à la police. Également, lorsqu'un citoyen a besoin de documents de voyage, notamment de passeport, et qu'il se présente à l'endroit qu'il faut, il obtient ces documents. C'est un bien, un produit public lié à la sécurité. Donc c'est l'ensemble de tous ces services-là que la police doit produire au profit de nos concitoyens. Mais qu'est-ce qu'il faut pour produire ces biens? Pour produire ces biens, il faut une administration efficace de la police et un personnel efficace de la police. C'est pourquoi, lorsque j'ai été nommé à la tête du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, la première des choses que nous avons fait, c'est de faire un état des lieux rapide et efficace. Et après avoir fait cet état des lieux, on a élaboré un document fondamental au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile qu'on a dénommé Plan stratégique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est ce que nous sommes actuellement en train de dérouler. Justement, vous parlez de diagnostic. Quels ont été les différents points qui vous ont le plus marqué lorsque vous avez fait le diagnostic au niveau du département de la sécurité? Le diagnostic, d'abord, on l'a basé sur le plan de l'organisation et du fonctionnement du ministère. On s'est rendu compte que de la façon dont le ministère fonctionnait n'était pas favorable à tout changement. Okay. Sur le plan des structures, sur le plan des lois organiques et sur le plan de la façon dont l'ordre régnait au sein du ministère. Donc c'est l'ensemble de tout ça qu'on a pris en compte. Dans un premier temps, on a mis de l'ordre dans le ministère et on a imposé de la discipline. Ensuite, on a révisé le cadre organique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. On l'a fait signer et on l'a meublé et c'est ce qu'on est en train de faire jusque-là. Et quand vous dites on a mis de l'ordre, c'est un peu vague. Concrètement, qu'est-ce qui a été fait pour que l'ordre règne? Lorsque vous veniez dans l'enceinte d'abord du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vous aviez plus de 21 kiosques, magasins, restaurants, et il n'y avait aucun espace qui était disponible pour les citoyens qui venaient pour les services de police. Dans un premier temps, il fallait éliminer l'ensemble de ces kiosques, l'ensemble de ces restaurants, tout ce qui encombrait le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. On l'a fait. Aujourd'hui, il y a un parking. Chaque policier vient se garer à l'endroit qui lui est alloué. Et les citoyens qui viennent pour les services de police, ils ont également de l'espace où ils se parquent et leurs services sont pris en compte à l'intérieur du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Voilà. Justement, monsieur le ministre, à votre arrivée à la tête de ce département, certes, vous avez trouvé des projets en cours d'exécution, parmi lesquels la poursuite de la réforme du secteur de sécurité. À date, dites-nous, qu'est-ce qui est fait par votre département dans ce sens? Le premier axe de la réforme du secteur de sécurité, c'est le cadre légal et gouvernance. On s'est rendu compte que les gens laissent les textes de côté et essayent de travailler à leur guise. La première des choses, d'abord, c'est de réviser ce cadre légal et gouvernance et amener tous les cadres de la police à travailler conformément à ces textes. Et un de ces textes, c'est le cadre organique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et aujourd'hui, au niveau de la police, on essaye d'amener chaque cadre à travailler conformément à ces textes. Si vous évoluez en dehors des textes, vous faites
vous faites l'administration à votre guise, on n'ira jamais de loin. Voilà, et en termes de formation et d'équipement des agents de la police, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce niveau? Vous savez, la meilleure ressource dans toute structure, c'est la ressource humaine. Vous allez changer les infrastructures, vous allez amener de nouveaux moyens, vous allez amener des ressources financières, mais quelle est la ressource qui va gérer l'ensemble de ces ressources? C'est la ressource humaine. Donc cette ressource humaine, elle a besoin d'être formée. Un. Deuxièmement, la formation ne suffit pas. La formation en école ne suffit pas. Il faut ramener le niveau de formation au niveau des unités pour rendre chaque directeur et chaque responsable de la formation des hommes qui relèvent de sa direction. Lorsqu'on est arrivé, il y avait plus de 1500 stagiaires à l'École nationale de la police. On a finalisé leur formation. Ces agents ont été réaffectés et parmi eux, il y a 60 stagiaires qui vont bouger dans 5 jours, si mes souvenirs sont bons, pour le Maroc et qui vont revenir avec de nouvelles compétences. Donc, à la police, comme partout ailleurs, on a besoin de cadres compétents, comme je l'ai dit au début, et l'acquisition de ces compétences passe nécessairement par la formation. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez parlé tout à l'heure de votre plan d'action. Et il me semble que dans votre plan d'action, il a figuré d'urgence la situation des passeports, puisqu'on le sait, à votre nomination, il y avait des problèmes à ce niveau. En plus, c'est la circulation routière aussi. À date, qu'est-ce qui est fait à ce niveau? Je vous remercie beaucoup. Je vous ai dit ici qu'il faut voir le ministère sous l'angle de politique publique sectorielle à mesure de produire des biens et services dans l'intérêt de nos concitoyens. L'acquisition des documents de voyage, c'est fondamental. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs concitoyens, que ce soit au niveau de l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays, qui éprouvent d'énormes difficultés pour l'acquisition de ces documents de voyage. Deuxième élément, lorsqu'ils viennent pour l'acquisition de ces documents de voyage, ils ont besoin d'être reçus et accueillis dans des structures dignes de ce nom. Lorsqu'on a nouvellement pris fonction, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, à l'intérieur du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, lorsque les concitoyens arrivent, ils sont reçus dans l'ordre, ils sont accueillis et ils sont installés et d'une manière complètement différente de celle qu'il y avait un certain temps. Ils étaient reçus dans la boue, si c'était la saison des pluies, et ils étaient reçus dans la poussière, si c'était la saison sèche. Cela n'est plus le cas. 2. Pour régler définitivement la question d'acquisition de documents de voyage, dans le cadre de la transformation du ministère, on a créé l'Office national d'identification, qui est dans la phase de montée en puissance, pour permettre à la direction centrale de la police aux frontières de se consacrer exclusivement à la sécurisation de nos frontières, qui est la mission régalienne et première de la direction centrale de la police aux frontières. L'autre question sur la circulation routière. Le deuxième élément de votre question. Lorsqu'un citoyen est en mesure de se déplacer de chez lui et se rendre à son lieu de travail et retourner chez lui sans trop d'entraves liées à l'embouteillage, lorsqu'un citoyen peut se déplacer d'un endroit vers un autre endroit sans trop d'entraves liées aux embouteillages ou à aux tracasseries de la police routière, c'est une de nos missions et c'est une de nos volontés. Aujourd'hui, cela a évolué de façon substantielle avec la nouvelle vision que nous avons mise en place. La police routière a été rééquipée, notamment, vous pouvez le voir dans la circulation, en termes de podium, en termes d'abris où ils peuvent s'abriter,
Et vous pouvez même aller constater plus loin, puisque c'est la saison des pluies, ils ont été également équipés en imperméable. Et dans le cadre des réformes, il y a un effectif du personnel de la police qui a été affecté, bien que cet effectif a été réduit. Et aujourd'hui, la police routière, je peux vous dire, est en mesure de faire le maximum de ce qu'on attend d'elle. Moi, je reviens sur l'acquisition des documents de voyage. Est-ce qu'on peut s'attendre à des touches particulières du ministre Bachir dans ce processus, surtout pour nos compatriotes qui vivent hors de nos frontières? Est-ce que vous comptez vraiment innover davantage? L'innovation, c'est la création de l'Office national d'identification. L'Office national d'identification va s'occuper exclusivement de l'acquisition des documents de voyage et principalement le passeport. Okay. Et l'Office national d'identification est actuellement dans sa phase de montée en puissance. Dans un délai de 2 semaines, l'Office national d'identification sera en mesure de prendre définitivement en compte l'acquisition du passeport au profit de nos concitoyens, que ce soit à l'intérieur du pays, à Conakry ou dans nos représentations diplomatiques. Vous en êtes où avec l'acquisition des cartes d'identité nationales? Les cartes nationales, l'acquisition des cartes nationales d'identification obéit également au même principe. On a signé une convention avec une société de la place et le déploiement de l'acquisition de la carte nationale se situe actuellement autour d'une dizaine de commissariats. Et cela va s'étendre sur l'ensemble des commissariats centraux, non seulement de la capitale, mais aussi à l'intérieur du pays, pour permettre à tous les citoyens d'obtenir leur carte nationale d'identité là où ils le veulent et partout où ils le veulent et quand ils le veulent à l'intérieur du pays. Mais vous ne pensez pas que le rythme est un peu lent? Ça, c'est l'avis de beaucoup de citoyens aujourd'hui. Vous savez, le rythme est lent, c'est lié à beaucoup de choses. Il y a certains citoyens qui estiment que 160 000, c'est un peu cher. Et même à Conakry ici, les citoyens pensent que 160 000, c'est un peu cher, à plus forte raison à l'intérieur du pays. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le plus important, c'est une convention que nous avons signée avec une société. C'est au fur et à mesure qu'ils reçoivent les capitaux qu'ils multiplient le redéploiement de l'acquisition de la carte nationale d'identité. Voilà, Monsieur le ministre, moi je voudrais connaître quelles sont les qualités des relations qui existent présentement entre la police et la population. Vous savez, la police a une très grande responsabilité dans le cadre du respect de l'état de droit et de l'exercice des libertés fondamentales, individuelles et collectives de nos citoyens. Parmi ces libertés fondamentales, vous avez le droit de manifester et le droit de communiquer. Mais la police aussi a pour responsabilité de sécuriser les citoyens et en même temps sécuriser nos institutions. Dans ce cadre, lorsqu'il y a trouble à l'ordre public, la police se trouve entre leur mission de sécuriser les citoyens et nos institutions et en même temps s'opposer à toute manifestation qui a tendance à porter atteinte justement à la sécurité des individus et des institutions. Donc, ça, il y a un problème de relations. Ces relations, que j'appellerais ici des relations de confiance, ont été écornées à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? C'est de rétablir les conditions de confiance entre les relations de la population et de la police et de la protection civile. Cela passe nécessairement, par l'information, la communication, 2, la promotion de l'exemplarité et du respect du code de conduite de la police, mais également de la responsabilité des citoyens de comprendre que tout n'est pas permis
dans un état de droit. Donc, vous avez plusieurs aspects lorsqu'il s'agit de maintenir l'ordre. Mais il n'y a pas que le maintien de l'ordre. Vous avez également des relations qui s'établissent entre la population et la police lorsqu'ils viennent pour acquérir un document de voyage, la carte nationale d'identité ou le passeport. Le citoyen, il doit être bien traité, bien accueilli. Lorsque le citoyen a un problème au niveau du commissariat, il doit venir, il est bien accueilli, il est très bien traité et également, il n'y a pas de situation dans laquelle où le citoyen se verrait contrarié dans un commissariat. Donc, nous avons la police de proximité, qui est aussi un autre moyen qui nous permet de responsabiliser les citoyens et de les amener dans une logique de relation cordiale entre la police et la protection civile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis un certain temps. Voilà, au niveau de votre département, vous avez en place un service d'inspection. Comment fonctionne ce service? Parce que nombreux sont les citoyens qui ne comprennent pas le fonctionnement de ce service. L'inspection générale de la police et de la protection civile, qu'on appelle ailleurs la police des polices, est une structure essentielle dans le bon fonctionnement du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Lorsque ça ne va pas dans un service, ou lorsque ça ne va pas entre un citoyen et la police, c'est ce service, normalement, qui est chargé de trancher. Ce service ne fonctionne pas dans la logique que nous attendons de ce service. Il est en train de se restructurer. C'est du nouveau personnel qui est là. On a besoin de plus de personnel. On a besoin de beaucoup plus de formation. C'est un des services d'appui essentiels de la police. Ce n'est pas les citoyens seulement qui se plaignent, même au niveau de la police. Lors du dernier conseil de cabinet, j'en ai également fait allusion. Donc ce service, il doit faire partie des services qui doivent se transformer au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour le bon fonctionnement du ministère et dans l'intérêt des citoyens. Bien, avant de passer la parole au colonel Mori, moi je reviens sur l'encadrement des manifestations. Il y a des morts d'hommes, il y a des blessés du côté des civils, mais aussi des agents chargés de la protection des civils. Et tout récemment, beaucoup s'attendaient à une déclaration du ministère de la Sécurité, mais plutôt on a pensé à un silence de mort. C'est pas, quelle est votre version des faits sur ces réalités que nous vivons en ce moment? Vous savez, c'est du plein droit de tous les Guinéens de manifester. Mais toute manifestation obéit à des principes. Or, vous avez des manifestations pacifiques et vous avez des manifestations violentes qui s'apparentent à des émeutes. Lorsque la police est face à une foule pacifique qui manifeste, et lorsque la police est face à une foule qui est venue, non pas pour manifester, mais pour blesser, pour faire du mal, il y a la part des choses à faire. Dans cette logique, malheureusement, il a été enregistré des blessés des deux côtés. J'ai eu l'occasion d'aller voir les policiers blessés de façon extrêmement grave, hospitalisés et immobilisés, allant des blessures simples jusqu'à la fracture au niveau du visage. Il y avait même une dame civile qui se retrouvait aussi dans la même situation. Qu'est-ce que je dis ici? Il faudrait que et ceux qui manifestent et ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre arrivent à une logique, à un équilibre. Quel est cet équilibre? On ne vient pas pour manifester, pour blesser ceux qui sont chargés de vous sécuriser. Également, au niveau de la police, il faut beaucoup plus d'encadrement, beaucoup plus de formation. Et on est aujourd'hui face à ce dilemme.
Et il n'y a pas que la police guinéenne qui fait face à ce dilemme. Lorsque vous prenez la manifestation des Gilets jaunes en France, oui, c'est exactement la même chose qui s'est passée. Donc ça veut dire quoi? Qu'il faut évoluer. La meilleure façon d'évoluer, ce qui a été fait dans les autres pays, c'est ce qu'on va faire. C'est de s'attaquer aux manifestants les plus violents et, à la limite, les arrêter la veille pour les empêcher de commettre leur forfaiture. Voilà la logique dans laquelle on se trouve par rapport à la question que vous me posez. Et le plus souvent, on constate que ces policiers même ne sont pas protégés. Ils sont avec des armes conventionnelles. Pendant ce temps, il y a ces manifestants qui sont, je ne dirais pas armés, mais qui sont avec des outils qui blessent, qui peuvent même tuer. Est-ce que vous pensez qu'en amenant ces policiers à faire la protection, si aussi ils ne sont pas protégés, est-ce que ce n'est pas une peine perdue dans les rangs? Tous les policiers qui sont chargés du maintien de l'ordre, il y a un équipement qu'il faut. Vous n'avez pas un seul policier déployé dans le cadre du maintien de l'ordre qui n'est pas dans cet équipement. Maintenant, il arrive où les commissariats centraux sont impliqués, les BAC sont impliqués. Parmi ce personnel, ils n'ont pas ces équipements. Et le plus grand nombre de victimes qu'on retrouve, c'est parmi ces gens. Maintenant, d'après les informations qui remontent, il y a des manifestants qui viennent avec des barres de fer 12 découpées. Oui. Les casques et les équipements qu'ils ont, ce n'est pas des équipements blindés. Lorsque vous utilisez une fronde ou une lance-pierre, vous projetez, vous envoyez ces projectiles vers l'agent, il est vulnérable. Okay. Monsieur le ministre, puisque nous parlons toujours de la sécurisation des personnes et des biens, il y a bon nombre de citoyens aujourd'hui qui ne comprennent pas jusqu'où le maintien d'ordre va. Est-ce qu'au-delà de 19 heures, pourquoi les services de BAC et de BRI sont déployés? C'est une bonne question. Lorsque je dis que il faut informer les citoyens sur les missions de la police, c'est pour amener justement les citoyens à comprendre ces nuances. Le maintien de l'ordre ne se fait pas la nuit. Il y a des unités spécialisées qui ont pour mission le maintien de l'ordre. Ces unités de la police sont bien connues. C'est les CMIS. À partir d'une certaine heure, notamment entre 18h et 19h, les unités qui sont chargées de faire du maintien de l'ordre le jour se replient et ces unités sont immédiatement relevées par d'autres unités plus spécialisées. Ce sont les brigades anticriminalité et ce sont ces unités-là qui le poursuivent jusqu'au lendemain. Et c'est le lendemain, si le maintien de l'ordre se poursuit, que les unités des CMIS viennent également aussi les relever sur le terrain. Okay. L'autre question, c'est la protection civile. Beaucoup de citoyens, le plus souvent, accusent la protection civile de venir en retard quand ils sont victimes. Et beaucoup aussi ne comprennent pas comment il fonctionne. Depuis votre prise de fonction, qu'est-ce que vous avez fait pour ce service et qu'est-ce que vous attendez de faire en plus pour que les populations se sentent beaucoup plus en sécurité? La Direction générale de la protection civile, après la Direction générale de la police, c'est l'une des composantes les plus importantes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, dont la mission principale constitue à intervenir et à secourir les citoyens en cas d'incendie, en cas d'inondation, en cas d'accident grave, en cas d'accident industriel ou catastrophe, qui peut être naturelle ou industrielle. Donc c'est une unité essentielle et qui a une mission spécifique et qui utilise des équipements spécifiques. Malheureusement, cette direction, elle est en sous-effectif. 2, elle est en sous-équipement et elle fait partie également
des projets de transformation du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Parmi les équipements spécifiques que la Direction générale de la Protection civile utilise, vous avez les camions à incendie. Aujourd'hui, vous avez des immeubles qui ont poussé un peu partout dans Conakry. La Direction générale de la Protection civile n'a pas de camion en cas d'incendie dans un immeuble de 5-6 étages, de se déployer et d'aller chercher des éléments dans cet immeuble dont la vie est en danger. Ces camions, pour la plupart du temps, ils coûtent de l'ordre de 400 000 à 500 000 euros. Donc, c'est des équipements qui coûtent extrêmement cher. On a pris une solution intermédiaire achetée de l'occasion. À ma prise de fonction, on en a acheté un certain nombre, mais jusque-là, pour vous dire que c'est une direction qui doit se transformer et changer, elle n'a été équipée que sur don. Et il y a une dame, Madame Vano, qu'il faut saluer ici. C'est elle qui est à l'origine de tous les dons qui équipent aujourd'hui cette unité. Cette unité, elle doit se transformer si nous voulons jouer notre rôle de protection des citoyens et de leurs biens. Et il y a également un effort à faire au niveau de la restructuration du service. Je vous donne un dernier exemple pour en finir avec cette question. Lorsque Turkish Airlines a eu des difficultés, la Direction générale de la Protection civile était tout simplement absente à l'aéroport, ce qui n'est pas du tout admissible. Même si vous n'avez qu'un seul camion, 2 ou 3 camions, vous devez vous déployer pour sauver. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Donc pour moi, la protection civile, c'est une de mes priorités et c'est dans ce sens que je suis en train de travailler. Et heureusement, le président de la transition a promis d'équiper les unités de la protection civile de la capitale et de l'intérieur du pays. J'allais poser la question, puisque vous avez parlé de la cherté des équipements de la protection civile. Pendant ce temps, l'humanité fait face aux catastrophes naturelles. Aujourd'hui, en cas de catastrophe naturelle en Guinée, il est très difficile de secourir la population. Vous avez parfaitement raison. Il ne faut pas attendre qu'il y ait une catastrophe pour agir. C'est dans ce cadre, après avoir fait le constat, on s'est présenté devant qui de droit, le chef de l'État, en l'alertant sur ce danger. Et le chef de l'État, ce n'est pas sa seule préoccupation, a promis d'équiper non seulement les unités de la protection civile, mais également de construire des casernes pour la Direction générale de la protection civile. Je vais vous donner un exemple. En Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a déclenché la restructuration, l'équipement des unités de la protection civile? C'est un incendie qu'il y a eu lieu à Abidjan et qu'ils n'ont pas pu maîtriser. Il y a eu tellement de morts d'hommes que le lendemain, ils ont fait une prise de conscience et ils ont mis en place des unités de sapeurs-pompiers dignes de ce nom. Aujourd'hui, mon homologue, qui est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile en Côte d'Ivoire, est à l'origine de la mise sur pied de cette structure aujourd'hui qui est opérationnelle dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire et spécialement dans la capitale. Tout récemment, ça c'est une question d'actualité, les services de météo alertent qu'il y a des menaces d'inondation à Conakry. Je pense qu'il revient au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, d'abord d'alerter la population et passer des messages de prévention en cas d'inondation, puisque nous avons vécu ces cas récemment dans beaucoup de quartiers qui ont été inondés. Qu'est-ce que la population doit faire pour être à l'abri d'éventuelles inondations et qu'est-ce que la protection civile se prépare à son niveau pour vraiment secourir en cas d'inondation dans les quartiers de Conakry? D'abord, il faut voir votre question à plusieurs niveaux. C'est l'état de préparation de la protection civile par rapport à ces inondations qui sont récurrentes à Conakry. À l'approche de la saison des pluies, on a anticipé et on a équipé de motopompes, diesel et essence, cette direction pour faire face
à ces inondations. Ça, c'est déjà un acquis. Mais il faut aller plus loin. L'inondation à Conakry ne se prépare pas que pendant la phase de la saison des pluies. Ça doit se faire pendant la saison sèche et c'est une responsabilité partagée entre le ministère de l'administration du territoire et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Il faut éviter que des individus viennent s'installer et obstruer le passage de l'eau. Donc il faut sensibiliser les citoyens à ne pas obstruer le passage de l'eau. Ça ne relève pas de mon département. Maintenant, lorsqu'il y a inondation, on ne peut pas s'asseoir les bras croisés. Il faut que le ministère de la Sécurité, à travers la Direction générale de la Protection civile, agisse. Et c'est ce sur quoi on est en train de travailler. Et encore une fois, je répète, c'est une direction qui a besoin d'être restructurée, rééquipée et réorganisée à fond pour qu'elle joue efficacement le rôle qui est le sien. Monsieur le ministre, parmi les priorités des nouvelles autorités du pays figure le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité, mais aussi l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents des corps militaires et paramilitaires. Quelles sont les actions menées ou des actions envisagées par votre département pour relever ce défi? Ok, votre question est double. Je reprends juste la dernière partie de votre question et en relation des conditions de vie et de travail des forces de police et de la protection civile. Venons d'abord au niveau des conditions de vie. Pour améliorer les conditions de vie des hommes qui servent au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il faut agir à plusieurs niveaux. Au niveau de leurs revenus, l'augmenter chaque fois que cela est nécessaire, et c'est ce qui a été fait. Il y a une augmentation de leurs revenus de plus de 25%. 2. Faciliter le transport des policiers et des éléments de la protection civile pour se rendre à leur lieu de travail et de leur lieu de travail à leur domicile. Dans 2 mois maximum, vous allez voir des bus immatriculés police avec la mention ministère de la Sécurité et de la Protection civile sur les 3 axes de la capitale pour permettre aux policiers de se déplacer de Kaloum à leur domicile et de leur domicile à Kaloum, notamment Kagwele. Ça, c'est un acquis, c'est une promesse du chef de l'État. Les bus sont déjà commandés, je ne l'avais jamais dit, je le dévoile ici et je remercie le chef de l'État pour ça. Si le policier peut se déplacer sans mettre sa main à la poche pour se rendre à son lieu de travail, c'est quelque chose de très salutaire. Ça va être réglé. 2, lorsque le policier est malade, qu'il soit pris en compte, et lorsqu'il est blessé dans le cadre d'une mission, qu'il soit immédiatement pris en compte dans les structures de la police. Là également, il y a un dossier qui va venir sur le bureau du chef de l'État. On a fait le devis. L'infirmerie des services de police et de la protection civile va être rénovée, équipée en bloc opératoire, où on va faire de la chirurgie dentaire et là où il y aura un service de traumatologie avec tous les équipements nécessaires. Tous les devis sont faits et avant la fin de la semaine, on est jeudi aujourd'hui, certainement demain, on va le déposer au niveau du chef de l'État. On lui en a parlé et l'accord de principe a été donné. Les tenues sont aussi commandées. Ce qui est une chose extraordinaire. Les tenues sont aussi commandées pour les agents Oui, bien de la sûr. police. Je vais revenir là-dessus en dernier élément. Et l'autre élément, c'est quoi? C'est une politique d'accompagnement social. C'est pourquoi au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vous avez le fonds social. Ce service vise à prélever 5% du salaire de chaque policier et l'État va donner 18% de l'équivalent du salaire de chaque policier pour permettre la prise en compte de l'ensemble des policiers, non seulement dans le cadre des soins, mais aussi dans le cadre de l'accompagnement pour les blessés graves et de longue durée. Et c'est dans ce fonds également
que plus tard, il faudra aller vers des logements sociaux au profit de la police. C'est une question de temps. Et le dernier élément des conditions de vie, je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça, dire que le policier, il n'a pas que des devoirs, il a des droits. Les tenues dont vous évoquez, ce n'est pas conditions de vie, mais plutôt conditions de travail. Le chef de l'État a commandé 4 uniformes pour chaque policier. Et je pense que ces uniformes vont être très prochainement à Conakry parce qu'on a payé déjà le transport de l'endroit où ces tenues ont été fabriquées jusque-là. Et le deuxième élément des conditions de travail, c'est la rénovation des infrastructures. On a commencé d'abord par le ministère pour permettre aux policiers de travailler dans des locaux propres et décents. Et c'est ce qu'on va essayer de faire à l'intérieur du pays où il n'y a pas d'infrastructure au niveau de la police. Et il faut également meubler toutes les structures de police qui n'ont pas eu la chance d'être meublées. C'est notamment la Haute-Guinée et partout où il y a eu la fête tournante de l'indépendance. On a construit des équipements, des infrastructures, mais il n'y a pas de fauteuil, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de meubles. Voilà. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de personnel à l'intérieur du pays. Et c'est insuffisant. Lors de l'immersion gouvernementale, le constat a été fait. On a l'impression que tout se résume à Conakry quand on prend la Guinée. Pour parler du personnel, je pense que c'est un constat qu'il faut faire. C'est ce qui est établi au niveau de tous les ministères. Mais qu'est-ce qu'il faut dire au niveau du personnel? C'est que c'est un personnel qui est mal géré, mal déployé. Vous comprenez? Même sous votre règne? C'est ce que nous avons trouvé. Mais la gestion du personnel, ce n'est pas une question qu'on règle en 1 mois, en 6 mois, en 1 an. D'accord. C'est comme la croissance. La réforme, vous prenez des mesures, mais les résultats, ce n'est pas dans 5-6 mois, c'est dans 1 an. Le bilan de la transition, ce n'est pas en 1 an qu'on va faire le bilan de la transition. Oui. Il y a un terme qui est si cher au chef de l'État, c'est la refondation de l'État. Oui. Il faut être dans nos structures, notamment à la tête des départements, pour comprendre que le terme refondation de l'État, ce n'est pas une expression usurpée. Vous comprenez? Donc, il faut d'abord mettre les bases, réorganiser, mettre de l'ordre, restructurer, amener les gens à travailler dans un cadre réglementaire, dans un cadre légal et juridique adapté. C'est dans ça que vous allez obtenir les résultats que vous visez. Donc la gestion du personnel, on est là-dessus. On a fait un premier contrôle. Dans le premier contrôle que nous avons fait, on a réussi à récupérer près de 2 milliards. Autrement dit, c'est des gens qui existaient dans le fichier, mais qui sont payés et qui ne sont pas là. Donc lorsqu'on dit qu'il n'y a pas d'éléments à l'intérieur du pays, vous avez des unités à l'intérieur du pays où vous avez un effectif, il n'y a que la moitié des équipes qui se présentent. Est-ce que c'est une question de gestion ou bien c'est une question de manque de personnel? Donc dans les réformes du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on est justement dans ce processus pour faire la part des choses et affecter. Et maintenant, si on se rend compte qu'il faut recruter du personnel, on va recruter du personnel, mais vous ne pouvez pas aller vers un recrutement tant que vous ne savez pas d'abord ce que vous avez sous la main. Et c'est ce qu'on est en train de faire au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et quelle est la norme aujourd'hui qui est définie sur le plan international en termes de protection, de sécurisation de la population et des biens? Il faut combien de policiers? Ok, je n'ai pas tout à fait le chiffre en tête du ratio, mais qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cette question? Partout où vous avez 2000 citoyens dans un quartier, il faut minimum un commissariat urbain. Okay. Et au-delà, il vous faut un commissariat central. Et en deçà, il vous faut un poste de police.
Voilà, Monsieur le ministre, vous avez eu la chance de faire la réforme au niveau de votre département. Est-ce que vous avez tenu compte de la question du JAR? C'est un. Deux, et sous votre magistère, c'est récent, il y a des policiers qui sont nommés gouverneurs et préfets. Qu'est-ce que vous avez fait dans tout ça? Ok. Vous savez, la question du JAR, c'est une question essentielle. L'homme, la femme, dans toutes les structures, ils doivent jouir des mêmes chances sur le plan non seulement de l'égalité, mais aussi de l'équité. C'est pour cela qu'on parle de l'égalité du genre. Lorsque je suis venu comme ministre de la Sécurité, parmi les membres statutaires du conseil de cabinet, près de 30, il n'y avait qu'une seule dame. Aujourd'hui, au niveau des membres statutaires du cabinet du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, vous avez 5 dames membres du conseil de cabinet, membres statutaires. C'est une évolution. Au niveau des directions centrales, vous avez également des femmes qui avaient été responsabilisées. J'ai insisté là-dessus auprès de toutes les structures. Je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous avez une femme commissaire à Kaloum, commissariat central, et le commissariat spécial de la police routière de Kaloum, c'est également une dame. Le ministère de la Sécurité, c'est un ministère qui est tourné vers l'opérationnel. Donc, on a tendance à négliger les dames. Or, l'expérience prouve qu'il y a des endroits où les femmes sont aussi efficaces que les hommes, sinon plus. Au niveau de la Direction générale des renseignements intérieurs, pour la première fois, il y a une dame qui est au niveau de la Direction des renseignements intérieurs. Et c'est une question de temps. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, d'autres femmes vont s'affirmer et puis elles vont prendre les responsabilités qui vont être les leurs. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a des dames qui sont aussi meilleures que les hommes, sinon plus. La directrice de l'OPROGEN, effectivement, fait partie de ces dames qui font honneur et prestige à la jeune féminine. Il y a des réalités du moment qui me semblent compliquent un peu la situation dans l'exercice de votre fonction. Il s'agit de cette révolution numérique. Est-ce que la révolution numérique est un atout pour la police? Je vais parler de la sécurité et de la protection civile. Et quels sont les défis qu'elle pose devant vous? Et deuxième question, nous faisons face au terrorisme dans la sous-région. Aucun pays n'est à l'abri, c'est souvent le terme que vous employez. Et qu'est-ce qui est envisagé pour la Guinée pour vraiment sécuriser le périmètre? Vous savez, dans le cadre du renforcement des capacités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le renforcement des capacités technologiques est un élément essentiel et qu'il faut intégrer dans le plan stratégique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. De nos jours, la criminalité en tant que telle, au niveau régional, au niveau international, n'a pas changé fondamentalement. Mais c'est les vecteurs utilisés par ces criminels qui changent, notamment les technologies. Donc vous ne pouvez pas envisager aujourd'hui des unités de police qui fassent dos justement à ces outils indispensables. C'est pourquoi au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, nous avons un service dédié à cet aspect-là. C'est le SMC, c'est le service de modernisation des systèmes d'information, qui travaille en étroite collaboration avec ANDE, qui est l'Agence nationale de digitalisation de l'État. Et on essaye de porter le ministère de la Sécurité et de la Protection civile à la frontière numérique. Vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir une carte nationale d'identité sans la biométrie. Vous ne pouvez pas avoir aujourd'hui un passeport sans la biométrie. Vous ne pouvez pas ouvrir aujourd'hui un compte sans la biométrie. Or, qu'est-ce qui arrive?
vous avez des criminels qui ont érigé en spécialité l'accès, la fraude ou tout simplement l'utilisation des moyens Internet pour faire quoi? Pour porter atteinte à la dignité des personnes. Le ministère le mieux indiqué pour faire face à ces crimes nouveaux, c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Vous avez également un compte bancaire. On peut pirater ce compte bancaire et le vider. Est-ce qu'on va s'asseoir et croiser les bras et attendre d'autres le faire à notre place? C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi on a un projet de création d'un service chargé de la cybersécurité. Le projet de décret se trouve actuellement au niveau de la présidence. Mais ça veut dire quoi? Il faut de la formation, il faut de l'équipement et il faut restructurer. Et ce service-là, il est également sur le cadre organique du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est une nouvelle menace et il faut s'organiser, se restructurer pour faire face à cette nouvelle menace. Ok, le deuxième élément de votre question, c'est le terrorisme. Et la Guinée se trouve dans une sous-région, dans la sous-région la plus affectée par les activités terroristes. Et le Mali est un exemple. Et c'est une menace. Un, il faut s'équiper. Deux, il faut se former pour y faire face. Au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, nous avons deux entités qui sont chargées de faire face à cette menace. Vous avez la direction de la police aux frontières et vous avez également la direction générale des renseignements intérieurs. Là également, il va falloir beaucoup de travail, beaucoup de transformation, parce que la menace terroriste, elle n'est pas potentielle, mais elle est réelle. Ça veut dire quoi? Ces unités-là doivent travailler davantage et je profite de l'occasion pour les féliciter et les encourager pour tout ce qu'elles sont en train de faire actuellement. Monsieur le ministre de la Sécurité, c'est pas facile d'être ministre de la Sécurité. Tout récemment, vos prédécesseurs vous ont donné un satisfecit. Ça veut dire que vous êtes en bon terme avec eux? Vous savez, l'exercice de l'autorité, quel que soit le niveau, que ce soit au niveau le plus élevé, autrement dit au niveau stratégique, au niveau opérationnel, c'est-à-dire le niveau intermédiaire, ou le niveau terrain, donc exécution, ce n'est pas une tâche qui est facile. Mais lorsqu'il s'agit du ministère de la Sécurité ou du ministère de la Défense, c'est une spécificité qui complique encore davantage la tâche. Parce que c'est des ministères qui sont tournés vers la sécurité et la défense de tout le pays. C'est un ministère qui est tourné vers l'opérationnel. Donc, tenant compte de tous ces aspects, tenant compte de la désorganisation et du dysfonctionnement qui régnait dans toutes ces structures, je peux vous garantir que ce n'est pas une tâche facile. Mais il ne faut pas choisir seulement ce qui est facile. Il faut aussi aller, il faut considérer ça comme étant des défis, et c'est des défis à relever. Et depuis que je suis venu à la tête de ce ministère, après avoir fait le diagnostic, tout en apprenant le métier de ministre de sécurité, c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Aujourd'hui, au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, il y a une idée générale qui se dégage, c'est laquelle? Ça veut dire prendre conscience de notre mission de sûreté nationale
nous restructurer, travailler et s'améliorer tous les jours. C'est cet esprit-là qui se dégage et j'invite aujourd'hui toutes les forces de police et de protection civile à aller dans ce sens. Que vous soyez au niveau le plus élevé, au niveau intermédiaire ou au niveau terrain. Votre relation avec les anciens ministres? Les anciens ministres, il ne faut jamais oublier ceux qui vous ont précédés. C'est des hauts cadres de l'État qui ont donné une partie de leur vie et qui ont bâti pierre par pierre tout ce qui est sécurité et sûreté nationale au niveau de ce pays. Donc, ils ont toujours quelque chose à apporter. Voilà pourquoi j'ai invité tous mes anciens collègues qui sont vivants à venir au ministère de la Sécurité. Ils sont venus, on s'est entretenus, on a mis en place une nouvelle galerie pour les honorer et reconnaître ce qu'ils ont fait. Donc, c'est ce qui les a amenés pour me donner un satisfecit, pour dire qu'ils sont satisfaits de ce que nous sommes en train de faire au niveau du ministère de la Sécurité. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut réorganiser ce service, cette association, pour que demain, s'il y a un nouveau ministre, que de façon spontanée, il vienne vers ce ministre, l'encourager, l'orienter, le conseiller, et chaque fois qu'il y a une question qui touche à la sécurité nationale, qu'ils comprennent qu'ils ont la porte libre pour venir proposer des solutions au ministre en fonction. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'est doté d'un service de communication très dynamique, voire même proactif. Mais malgré son professionnalisme, vous n'êtes pas à l'abri des coups des médias. Quelles sont vos relations avec la presse? C'est une question qui est extrêmement importante. Le conseil que je vais donner, c'est que vous avez plusieurs médias. Lorsqu'il y a un sujet qui touche un département, la première des choses d'abord, c'est de chercher les faits, c'est de mener des investigations. C'est à l'issue de toutes ces investigations que vous prenez vos responsabilités et vous communiquez là-dessus. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile n'est fermé à aucun média. Lorsque vous entendez quelque chose au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, le premier réflexe à avoir, c'est de prendre contact avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour que vous entendiez par la voie la plus autorisée, effectivement, ce qui ne va pas par rapport au sujet pour lequel vous êtes venu. Et deuxième élément, il ne faut jamais agir en réaction par rapport aux médias. Si vous voulez communiquer, venez vers les médias, communiquez et vous n'avez pas attaqué les médias en réaction par rapport à leur agissement. C'est le conseil que je donnerai à tout un chacun. Mais souvent, beaucoup de médias se plaignent de la rétention de l'information et cette difficulté aussi d'accéder à l'information publique. Dans beaucoup de départements, ce n'est pas aisé d'aller vers un ministre et qu'à l'instant T que vous ayez la réponse ou qu'on réponde à vos préoccupations. Bon, je ne comprends pas bien votre question, la rétention de l'information. Vous avez un service chargé de la communication au niveau de tous les ministères. C'est la porte d'entrée des médias. Comme je l'ai dit tantôt, lorsqu'il y a une question qui touche à un ministère, passez par ce ministère, par cette direction. Depuis que j'ai été ministre de la Sécurité et de la Protection civile, je n'ai jamais refusé l'accès des médias au ministère de la Sécurité et de la Protection civile. On ne peut pas ne pas communiquer au XXIe siècle. Ne pas communiquer, c'est la mort. Je m'intéresse à la sécurité routière. Vous avez fait des annonces importantes pour la protection civile qu'on considérait comme étant la structure aux parents pauvres. Et la sécurité routière aujourd'hui, nous remarquons que la rue est transformée en garage temporaire. Un véhicule qui tombe en panne en pleine chaussée est réparé à cet endroit, même sur l'autoroute, sans que la police n'intervienne. Est-ce qu'on peut s'attendre à des lendemains meilleurs pour mieux équiper
cette police routière pour vraiment débarrasser la capitale de ces encombrants physiques, mais surtout ces véhicules qui garent à n'importe quel endroit. Et deuxième question, la capitale fait face à une floraison de ces engins à 2 roues. Est-ce que vous allez, dans les temps à venir, penser à segmenter la route pour permettre, comme on le voit au Mali, il y a une colonne qui est réservée aux motos et par contre, les engins à 4 roues ont un domaine bien précis. Est-ce que vous allez penser à cet aspect puisque aujourd'hui, ces motos tuent et blessent beaucoup de nos citoyens? Ok, la première partie de votre question. Lorsque vous dites qu'on a des véhicules, lorsqu'ils sont en panne, en pleine circulation, ils stationnent, et c'est là qu'ils appellent un mécanicien pour faire réparer un véhicule, leur véhicule. Ce n'est pas du tout normal. Il appartient, à ces individus de comprendre que ce n'est pas là qu'il faut garer ce véhicule. Ça veut dire quoi? Il faut communiquer, il faut sensibiliser, mais à un moment donné, il faudrait bien prendre ses responsabilités. Nous avons une direction au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, notamment la direction centrale de la police routière, qui doit être équipée, justement, pour faire face à cela. Malheureusement, la police routière est sous-équipée pour faire face à cette situation. Les camions qui sont chargés de tracter ces individus qui viennent se garer en pleine circulation, vous en avez que 4 pour toute la capitale. Et le reste, c'est pour les privés. Imaginez de Anta seulement, hein, de Anta à Kaloum. Donc, ça veut dire que c'est également une des directions par rapport à laquelle il faut mener des réformes profondes. Maintenant, vous avez 2 options. Ou bien vous l'équipez, ou bien vous sous-traitez avec un partenariat public-privé qui va acheter les moyens et qui va s'occuper d'enlever ces véhicules et ces encombrants sur la voie publique. C'est également un de nos projets. Maintenant, le deuxième élément de votre question, ça c'est interministériel. C'est à la fois le ministère des Transports et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'a pas suffisamment de routes. Si aujourd'hui vous segmentez, vous dites les bus, voici la voie qui vous est réservée, les motards, voici la voie qui vous est réservée, je pense qu'on créera plus de problèmes qu'il y en a. La seule chose qu'il faut faire, c'est de sensibiliser ces motards et leur dire que la voie publique, c'est une voie qui appartient à tout le monde. C'est ce qu'on a essayé de faire à un certain moment. On a invité le syndicat des mototaxis. Ils sont venus au niveau du ministère de la Sécurité et il fallait les sensibiliser. Le deuxième élément, il fallait mettre un moratoire sur l'importation des motos. Mais aujourd'hui, vous avez combien de Guinéens qui sont sortis de l'université, qui vivent du revenu de ces mototaxis? Donc, il faut voir aussi les conditions dans lesquelles nos concitoyens vivent. Donc, l'option qu'il faut retenir, c'est la sensibilisation et la verbalisation, justement, de ces propriétaires de mototaxis. Merci, Monsieur le Ministre. Cette émission, c'est en 2 temps. C'était le temps réservé aux journalistes. À présent, on va se tourner vers le public s'il y a des questions. Excellence, Monsieur le Ministre, bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas longtemps, on a vu à la télé un opérateur économique qui détenait des armes chez lui à la maison. Donc nous, civils, on s'est dit, est-ce que c'est le seul à détenir des armes chez lui à la maison? Est-ce que la police a mis en méthode de fouiller quartier par quartier, mètre carré par mètre carré, fouiller des maisons afin de désarmer ces civils? C'est ma question.
Ok, merci beaucoup. Je vois que vous êtes beaucoup inquiète par rapport à ces citoyens qui ont des armes à leur domicile. Mais il faut d'abord préciser la nature de ces armes. Est-ce que c'est des fusils de chasse? Et j'ose croire que c'est des fusils de chasse ou des armes blanches. Et il y a des citoyens qui sont autorisés à porter des armes, donc à détenir des armes. L'autorisation est accordée par le ministère de l'administration du territoire. Donc, un citoyen qui a l'autorisation du port d'armes et qui a une arme à son domicile, c'est la loi qui l'autorise. La police ne peut rien. Par contre, Toutes les catégories d'armes? les fusils de chasse, Ok. je dis fusils de chasse. D'accord. Fusils de chasse, il faut une autorisation. Et ce qui est dangereux avec ces armes, c'est si vous les utilisez sur la voie publique, notamment à l'occasion de certaines manifestations où certains citoyens, d'après les informations qui nous ont remontées, portaient des armes, notamment des fusils de chasse. Maintenant, qu'est-ce que la police fait dans ce cas de figure? Lorsque sur information d'un citoyen, on se rend compte qu'il y a un citoyen particulier qui détient un fusil de chasse, c'est d'informer la police et il appartient à la police pour venir vérifier effectivement s'il a une autorisation de porter cette arme. Et s'il n'a pas l'autorisation, il est en infraction et la police va prendre ses responsabilités. Bonsoir et Excellence, Monsieur le Ministre. J'ai une petite nuance là, parce que nous remarquons souvent dans les différents commissariats, quand les citoyens vont pour porter plainte, on leur demande des cautions à payer. Est-ce que c'est normal pour un citoyen de payer une plainte? Ça, c'est ma question. Et aussi, des fois même, il y a des commissaires qui demandent même le déplacement. Il y a ça. Ma deuxième question est, quelle est votre relation avec le département de la défense et de la justice? Quelles sont vos relations? Merci beaucoup, madame. Je vous ai dit tout à l'heure que les relations entre la police et les citoyens, c'est également au niveau de ce qui se passe dans nos commissariats. Lorsqu'un citoyen a un problème, quelle que soit la nature du problème, il vient dans un commissariat. Tous ceux qui sont en fonction dans ce commissariat ont l'obligation de l'accueillir en partenaire et le traiter conséquemment. 2. La plainte en République de Guinée, elle n'est pas payante. Lorsque vous allez dans un commissariat et on vous dit de payer votre plainte, nous avons un numéro vert au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. À défaut, venez voir l'inspection générale de la police et de la protection civile. Numéro vert. 2. Lorsqu'on vous dit de payer le carburant ou le déplacement pour aller chercher quelqu'un, c'est du même ordre. Dans nos commissariats, selon la loi, tout ça n'est pas payant. 2. Lorsque vous venez avec de l'argent, vous devez ressortir avec votre argent lorsque vous avez fini avec le commissariat. Or, malheureusement, tout le monde n'est pas pareil dans nos commissariats. Il ne faut pas le généraliser. Il y en a qui ont érigé ça en mode de fonctionnement. Et ça, également, c'est regrettable. Voilà une direction qui est extrêmement importante, c'est la direction centrale de la sécurité publique, qui a une représentation sur le territoire national. Et c'est quelque chose qu'on a dénoncé, non seulement en conseil de cabinet, au rassemblement, et c'est des instructions fermes que j'ai données au directeur général de la police, au directeur central de la sécurité publique à travers le directeur général de la police nationale. Ils le savent tous ici, ils sont au courant. Donc,
j'invite tous nos concitoyens qui se retrouvaient dans une situation comme ça, de venir voir soit le directeur central de la sécurité publique qui se trouve au niveau du ministère. Si votre question n'est pas réglée, vous pouvez même aller moins que ça. Il y a le chef sûreté de Conakry. Vous avez le directeur central de la sécurité publique, vous avez le directeur général, vous avez l'inspection générale et le dernier recours, c'est moi. Venez me voir. Le deuxième élément de votre question, les relations, on dit forces de défense et de sécurité. La clé de voûte de la sécurité intérieure en Guinée, c'est le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Or, vous avez au niveau du ministère de la Défense un service dont les missions se recoupent avec celles de la police. Ce qui veut dire qu'il faut une coordination de nos actions dans l'exercice des missions qui nous sont confiées et qui sont de même nature. Lorsque vous prenez le maintien de l'ordre, c'est la même chose. Lorsque vous prenez nos commissariats, vous avez également les mêmes représentations au niveau de la gendarmerie nationale. Et cette coordination, il faut la travailler. Maintenant, il faut dire une chose. La sécurité intérieure doit parler d'une seule voix. C'est pourquoi, dans la plupart des pays, lorsqu'il s'agit de la sécurité intérieure, la gendarmerie, sans préjudice à son appartenance au ministère de la Défense, dépend du ministre de la Sécurité. Maintenant, il faut aller plus loin. Dans ces pays, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, vous avez l'administration, et vous avez la police, et vous avez également la gendarmerie. Et dans ces pays, ça fonctionne normalement. Donc, dans le cadre des réformes, de la refondation de l'État, bien voulu par le chef de l'État, on pourrait très certainement aller vers ça. Parce que ça a fonctionné ailleurs, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas en Guinée. Maintenant, avec la justice, c'est ce qu'on appelle le couple autorité judiciaire et investigation judiciaire. Le ministère de la Justice, ce n'est pas un ministère opérationnel, conformément au ministère de la Sécurité et au ministère de la Défense à travers la gendarmerie. C'est pourquoi tout ce qui est investigation judiciaire au niveau de la police, conformément au code de procédure pénale, doit se dérouler sous l'autorité d'un magistrat, en l'occurrence le procureur de la République. C'est pourquoi vous allez remarquer souvent que la police, notamment la direction centrale de la police judiciaire, est directement saisie par les autorités judiciaires. Bonsoir, Monsieur le ministre. Alors, permettez-moi, avant de poser ma question, de dire un sincère merci à cette unité. Et mes prières accompagnent sincèrement cette unité. Je vois beaucoup plus combien de fois cette unité souffre dans notre pays. Et je voudrais que nous puissions penser à elle davantage et l'accompagner. Alors ma question, je prie beaucoup plus pour tout le monde, nous sommes faits pour ça. Nous prions pour tout le monde, pour le pays, pour la paix, l'unité, mais en particulier jour et nuit, je prie pour la police. Ce n'est pas parce que je me tiens devant vous que je suis en train de dire cela, mais je vois votre souffrance, franchement dit. Alors ma question est la suivante. Alors, quelles sont les mesures prises par vous, le gouvernement, je voulais dire, pour la sécurité donc, de cette unité? Parce que nous savons bien que cette unité est là pour la sécurité de la population et des institutions. Même nous, les autorités religieuses, nous prions pour tout le monde, mais nous avons aussi besoin de la prière et du soutien de tous, parce que nous avons une mission très difficile.
Donc je voudrais savoir quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour accompagner cette unité. Personnellement, je vois leur souffrance. J'ai pris jour et nuit pour cette unité. Donc voilà ma question. Je vous remercie. Merci beaucoup et merci pour vos prières. Je pense qu'on ne peut pas demander mieux à nos sages, à nos religieux, quelle que soit leur confession, que de prier pour les réussites de nos missions. Les prières, pour nous tous, en l'occurrence pour nous Africains, c'est quelque chose d'essentiel. Il n'y a pas un seul qui va vous dire qu'il n'a pas besoin de prière dans sa vie. Et vous savez, les missions de la police, c'est des missions qui se déroulent, souvent dans des contextes extrêmement difficiles, extrêmement tendus. Ils ont en face d'eux des gens qui sont dans une logique et face à cela, par rapport à la mission qu'ils ont reçue de sécuriser les citoyens et nos institutions, ils sont dans, si vous voulez, à un moment donné, ils se posent beaucoup de questions. Qu'est-ce que je dois faire dans un environnement comme ça? Donc, pour résumer, c'est un environnement qui est extrêmement difficile. Mais c'est ce qu'ils ont choisi aussi. C'est ça leur mission. Ils pouvaient être médecins, ils pouvaient être administrateurs ailleurs, mais c'est ce qu'ils ont choisi. Et je peux vous dire qu'ayant choisi cela, ils ont pris l'engagement de servir le drapeau guinéen pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et merci pour vos prières. Bien, monsieur le ministre, il ne nous reste plus qu'à vous dire merci d'être venu dans cette émission. Une question peut-être qu'une boutade. Le plus souvent, on a l'impression que nous avons en face de nous, dans votre département, vous êtes un ministre difficile à aborder. Des fois, on dit que vous n'êtes pas compris dans votre logique. Que répondez-vous à ces deux questions? Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on est dans une logique de changement et qu'on n'a pas envie d'aller dans la démagogie et on se trouve dans une situation où vous vous rendez compte que ce que certains font est tout simplement en déphasage avec le changement que vous voulez, ça peut être interprété de toute façon. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le plus important, lorsque vous êtes habitué à travailler dans une logique donnée, ça peut être la police, ça peut être une entreprise industrielle ou commerciale, vous venez avec de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire, avec la rigueur qui va avec, et l'objectif que vous vous êtes fixé, il y aura forcément friction. Mais qu'à cela ne tienne, le changement, ça obéit à un certain nombre de principes. Le premier principe, il faut s'engager résolument dans ce changement. C'est ce que je suis en train de faire. Le deuxième élément, le plus important, c'est à vos grands subordonnés de voir l'objectif visé et essayer de travailler dans ce sens. On a parlé de refondation de l'État, c'est un terme, je vous ai dit, qui n'est pas usurpé. Tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est dans l'intérêt de la transformation de la police, et deux, c'est dans l'intérêt de la police. Lorsque je suis venu, les policiers avaient un revenu donné. Ce revenu, on l'a augmenté. Ce n'est pas venu comme ça, il fallait se battre. Deux,
il fallait améliorer leurs conditions de travail, notamment au niveau des uniformes. Il faut aller chercher ça. Au niveau de la mobilité, c'est pareil. Au niveau des structures, c'est pareil. Donc, voilà un peu ce qui pourrait amener certains à penser que c'est une rigueur qui ne se justifie pas. Mais pour moi, c'est une rigueur qui est dans l'intérêt de la police. Mais il y a des changements, vous ne pouvez comprendre la portée du changement et la valeur de ce changement-là que pas la première année, pas la deuxième année, peut-être que vous le verrez qu'au cours de la troisième année. C'est dans cette logique que moi, je me trouve et je veux que l'ensemble ici des policiers présents comprennent que c'est ça. Effectivement, c'est ce qui paye. Merci, Monsieur le ministre. Merci d'être venu dans cette émission. Et nous sommes le plus ardent que vous reveniez dans cette émission pour nous parler encore de vos actions au profit de la population pour cette refondation annoncée par le CNRD. Merci au colonel Mori Kaba du service de communication du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, adjudant Abakar Kamano de la DCI. Merci à ces techniciens qu'on ne voit pas, mais grâce à eux, nous réalisons cette émission. Et merci surtout à l'assistance fortement mobilisée pour suivre ce débat intéressant. Merci, Monsieur le ministre.